Juste par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, je voudrais citer Didier Migaud, qui est le président de la Cour des comptes, et qui donc nous a dit « Nous avons un niveau de dépenses publiques parmi les plus élevés du monde, 56% de la richesse annuelle, et de ce point de vue-là, nous sommes sur le podium. Mais question résultat, nous ne le sommes pas. Et la performance de nos services publics n'est pas à la hauteur des moyens engagés. Et par rapport au contrôle, lui, il pense que justement, nous n'avons pas assez de contrôle et pas assez d'évaluation de nos services publics. Et que l'une des marges de manœuvre passe aussi par là. C'est pas la même chose, hein. On n'a pas assez d'évaluation des services publics. Je partage avec Didier Migaud ce jugement. Est-ce qu'il faut mettre des contrôleurs derrière chaque Français, chaque entreprise? Moi, je pense que c'est quelque chose qui traduit un recul de la confiance, donc un échec de la société dans laquelle on vit. Voilà. Alors, donc, je ne pense pas qu'il parlait de contrôle derrière chaque Français, chaque entreprise, parce que nous, les entreprises, on est déjà quand même pas mal contrôlés. Eh oui, vous trouvez que vous l'êtes trop. Oui, vous voyez. Je ne dis pas qu'on est trop, moi, je dis on n'est pas mal contrôlés. Monsieur disait. Par contre, les services publics ne sont pas contrôlés et ne sont pas assez évalués. Les services publics. L'évaluation, en effet, mérite d'être améliorée de beaucoup, y compris l'école. Y compris, il y a une exigence de ce point de vue-là. Monsieur Cabarrou veut parler. Oui, sur la dépense publique, effectivement, le chiffre de 56% est exact. Et si on le compare par rapport à la moyenne de la zone euro, on a une dépense publique qui est de 45%. Donc on est nettement supérieur, effectivement, par rapport à la zone euro. Donc l'enjeu, je pense, moi, c'est effectivement de poursuivre les réformes. C'est absolument nécessaire si on veut à la fois arriver à baisser les impôts, hein, puisque comment est financer la dépense, c'est à travers nos impôts. Et si on regarde les pays autour de nous qui ont su faire des réformes, alors on cite traditionnellement la Suède, hein, qui avait des niveaux de dépenses publiques et qui a réussi à les baisser assez fortement. Sachez que sur les 27 pays de l'Union européenne, il y a 21 sur 27, et malheureusement il n'y a pas la France, qui sur les 20 dernières années ont réussi à baisser de 3 points leurs dépenses publiques. Et quand on regarde donc les pays qui ont réussi à se réformer et à baisser leurs dépenses publiques, en parallèle, ce sont des pays qui ont réussi à avoir une croissance plus élevée. Donc il y a un véritable enjeu à la fois de financement, de pouvoir se réformer pour baisser des dépenses, pour baisser derrière les impôts, et derrière ça, pour avoir une croissance qui soit plus dynamique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je partage un petit peu ce que dit monsieur. Certes, il y a des spécificités, comme le dit monsieur Le Cacheux, mais je pense qu'il y a des de toute façon, au niveau de il y a le dossier de la réforme de l'État, hein, qui est sur la table et qui va je l'espère, passer par des moindres dépenses. Ensuite, je voulais répondre, si vous permettez, à monsieur qui a évoqué les questions qui sont de mon rayon d'action, qui sont les questions de politique monétaire et de monnaie. Donc vous avez fait un petit historique, hein, vous êtes reparti relativement en arrière. Il y a une date qui est importante et il y a 2 points à préciser. Tout d'abord, la politique budgétaire. C'est quelque chose qui est des ressorts des politiques, des États. La politique monétaire, c'est une politique qui était menée jusqu'en 1993 par les États. Donc en 1993, il y a une loi importante qui a été la loi de l'indépendance de la Banque de France, qui a permis donc au gouverneur et au Conseil de la politique monétaire de prendre ces décisions en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. C'est quelque chose qui perdure désormais dans toutes les banques centrales. Et ça a permis, il faut revenir à quoi sert la politique monétaire. Ça sert à financer l'économie, ça sert à financer vous, les ménages et les entreprises, de manière avec un objectif d'inflation, qui est d'avoir une inflation, de préserver le pouvoir d'achat avec une inflation qui soit proche des 2%. Si on regarde par rapport au débat et à la question de monsieur tout à l'heure sur le niveau d'inflation, si on prend la période de l'euro, on fête les 20 ans de l'euro, hein, en 2019. Si on regarde les chiffres de l'inflation avant l'euro et après l'euro,
je puis vous assurer que l'euro a contribué à la stabilité des prix, à davantage de stabilité des prix qu'il n'y en avait par le passé. Ça, c'est incontestable. Et concernant l'économie, ben, je vous dis, grâce à la politique monétaire et aux dernières mesures qui ont été prises ces dernières années, qu'a fait la Banque centrale européenne? Elle a tout fait pour essayer de contribuer à relancer l'économie en abaissant les taux d'intérêt qui sont désormais de 0%. Et ça permet quoi? Ça vous permet à vous, particuliers, et aux entreprises, d'investir à des taux qui sont les plus bas en France. Quand on regarde par rapport aux autres pays européens, les taux d'intérêt actuellement sont les taux qui sont les plus bas. Encore faut-il avoir du pouvoir d'achat. Si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ne pourront pas investir. Après, la question du pouvoir d'achat, dans nos prévisions, je vais vous dire, il faut être très prudent par rapport à ça. Effectivement, il y a le sujet de la redistribution. On prévoit dans nos calculs qu'en 2019, 2020, on devrait avoir une augmentation de 1,5 du pouvoir d'achat. Mais une fois que j'ai dit ça, le sujet de la redistribution, effectivement, est extrêmement important entre les personnes qui ont davantage de moyens et les personnes qui en ont moins. Alors, dernière question, et votre conclusion, c'était je souhaite qu'on revienne au franc. Alors, si je vous pose la question, si on lève la main, combien de personnes souhaiteraient revenir au franc dans la salle? Écoutez, au niveau de la Banque centrale, Banque de France, nous faisons des enquêtes tous les 6 mois, et le chiffre, là le chiffre est... On est à 98%, on doit être au 99%. Bon, le chiffre au niveau français, c'est 72% des Français ont confiance en l'euro. 72%. Et c'est un chiffre en hausse. Et c'est un chiffre qui est en hausse. C'est ça qui est intéressant. Complètement. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Philippe Cascarère voulait un peu... Non, après ? Non, mais tu m'as dit qu'il fallait qu'on parle des entreprises un peu et pas seulement des ménages. Oui. Non. Moi, je voudrais savoir, moi, ce que je regrette beaucoup, c'est que dans l'enseignement, on ne parle jamais d'entreprise. Les gens, je trouve que les gens n'ont aucune connaissance de ce que peut gagner une entreprise. Et moi, je fais souvent un sondage. Alors, on part toujours, tout à l'heure, en arrivant, on m'a distribué un truc sur le 440. Le 440, ça me parle, mais c'est pas... Je ne gagne pas 257 fois le SMIC. Donc moi, je voudrais parler des choses réelles. Oui, c'est des choses réelles, mais les miennes, c'est plus terre à terre, si je peux dire, pardon. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Mais moi, ce que je voudrais parler, je fais souvent un sondage en disant... Une entreprise comme la mienne, que j'ai, comme dit François Bayrou tout à l'heure, que j'ai créée de mes propres mains, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ça. Quand j'encaisse 10 000 euros TTC, moi j'aimerais bien faire un sondage pour savoir combien il nous reste à l'entreprise. Combien il reste dans ma poche. Dans ces 10 000 que vous aviez tout à l'heure... Quand je facture 10 000 euros TTC dans une société de service, c'est-à-dire avec de la main-d'œuvre, combien représente déjà la part de salaire et des charges? Et combien il reste? Ben, si je fais le sondage, j'ai fait encore le sondage. Combien, monsieur? Oui, c'est très bien. Mais quand je fais le sondage, les gens me disent 2, 3, 4 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros, 500 euros. Il reste 228 euros. Net. Vous avez le tableau voilà. Sur... Hein? Net. Les 228 euros, je peux à la limite me les mettre dans la poche. Mais comme il faut que j'en laisse un peu pour emprunter, voilà ce qui reste dans une entreprise. Parce que 82, d'abord, quand on encaisse 10 000 euros, c'est TTC. Donc je paye la TVA moi aussi. 82%, c'est des charges. Et après, j'ai des charges, j'ai les assurances, j'ai mes loyers, j'ai tout à payer. Donc il reste 228 euros qu'éventuellement je peux me mettre dans ma poche. Voilà. Alors... là où vous avez raison, monsieur, c'est que moi, justement, aussi, je suis un peu gilet jaune. Ça pourrait peut-être paraître... Mais moi, je suis gilet jaune parce que j'en ai marre d'être taxé. Je suis beaucoup taxé parce que je fais la main-d'œuvre, j'ai beaucoup d'employés, une partie, bien sûr, à temps partiel. Mais c'est vrai que là où il faudrait faire un effort, c'est que je n'ai peut-être pas la même imposition que Total, qu'un grand groupe ou pas. Là-dessus, je pense qu'il faudrait réfléchir qu'on soit un peu moins imposé. Ça, c'est vrai, vous avez à ce niveau-là, je suis gilet jaune, j'ai trop de taxes. Mais
Pensez quand même une entreprise, tous les matins, on fait toujours passer les patrons pour des voyous, pour gagner, on gagne de l'argent, on ne sait plus quoi en faire, on en met plein les poches, plein les fouilles. Et les voyous. On est voyous. Mais voilà ce qui reste. Ça, c'est la réalité, ça, c'est du concret, c'est ce que je vis tous les jours. Alors, effectivement, une entreprise comme la mienne, je m'en sors bien parce que je fais 53 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc j'arrive à gagner ma vie. Mais voilà la réalité du quotidien. Et puis ce que je voudrais rajouter, il y a beaucoup tout à l'heure de seniors, mais moi aussi j'en suis, j'ai 64 ans. Il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est qu'on passe notre vie à chercher du monde pour travailler. Voilà, que ce soit à Pau ou à Paris, je trouve personne. Voilà. Aujourd'hui, je cherche un commercial à Paris à 2800 € une voiture et des commissions, j'en ai pas. Je cherche quelqu'un en ressources humaines à 2500 €, j'en ai pas. Je cherche des chargés de clientèle à Pau à 2000 et quelques euros par mois, une voiture, des commissions, j'en ai pas. Je cherche des gens pour faire du maintien à domicile, j'en ai pas. On trouve personne. On passe notre vie à chercher des gens pour travailler. Voilà. Alors, quand j'entends M. Ruffin, qui à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, pardon, c'est moi qui la nettoie aussi, François. Mais c'est pas moi qui ai fait glisser M. Mattei. Heureusement, c'était pas mon côté. Le sol était mouillé, mais pas par moi. Quand je dis que le jour de la journée des femmes, il fait un scandale, que je ne paye pas mes gens suffisamment, que j'exploite, il a fait tout un truc sur l'Assemblée nationale, sur les gens qui faisaient le ménage, donc mes employés. Je leur payais la carte transport, mais c'est tout. Je leur donnais pas de 13e mois, 14e mois, je ne donnais pas. Mais quand l'Assemblée nationale, ils font un appel d'offres, mais ils prennent le moins cher. Voilà. Et quand on prend le moins cher, dernièrement, j'ai perdu un beau marché à Pau, parce que derrière, c'était 30%, 25% moins cher que moi. Je n'ai pu rien faire. Donc, c'est la vie. Donc, comment voulez-vous qu'on paye davantage si c'est un cercle, voilà, hein, voilà. Ben, tu connais le maire de Pau, tu aurais dû l'appeler. Ah, on peut pas. Après, c'est favoritisme. Voilà. Ce qu'il faut que vous soyez conscient. C'était une plaisanterie. Non, mais et puis, je voudrais rajouter une dernière chose. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des amis, qu'ils hésitent, j'en ai marre qu'on dise que le service, c'est des boulots de merde. C'est un vrai métier, parce que moi, j'ai la preuve, et je suis d'abord l'exemple vivant d'avoir fait un métier que personne ne voulait faire, du nettoyage. Et deuxièmement, aujourd'hui, j'ai plein de gens qui ont démarré au bas de l'échelle chez moi et qui aujourd'hui occupent des postes à responsabilité, et qui sont cadres, qui gagnent leur vie. Donc les boulots de merde, ça n'existe pas. C'est pour ça que Ruffin, malheureusement, je n'aurai pas les moyens de discuter avec lui, mais j'aimerais bien qu'avant qu'il raconte des choses comme ça, alors c'est très facile hein, d'enfoncer comme ça des portes ouvertes, qui soient dans la réalité des choses. Ouais. Il reste aujourd'hui 2%, et quand il reste 2%, c'est que vraiment on est bon. Voilà. Très bien, merci et bravo à Philippe. Est-ce qu'il y a, oui, une voix féminine? On vous apporte le micro. Merci. Une question qui vous est adressée. Quelle est votre analyse de cette situation? Pourquoi est-ce que vous ne trouvez personne pour occuper certains postes? Parce qu'aujourd'hui, en France, si vous ne gagnez pas 1 800 € bruts par mois, vous n'avez aucun intérêt à travailler. Il y a un système qui a été mis en place, qui est très pervers. On a fait des seuils. Moi, aujourd'hui, les gens chez moi, ils refusent de travailler plus parce qu'ils vont payer des impôts. Donc déjà, si tout le monde payait des impôts, ce serait un peu plus sain. Donc je ne veux pas payer d'impôts. Si je travaille un peu plus, je vais avoir moins d'aide pour la crèche, je vais avoir moins d'aide pour les logements, je vais avoir moins d'aide pour ceci, je vais avoir moins d'aide de cela. Voilà. Donc aujourd'hui, le système, il est très pervers. On travaille, je ne dirais pas la nationalité, mais il y a une main-d'œuvre qui est arrivée sur Pau, étrangère, européenne, qui a bossé tous les jours, on en trouvait pour travailler. Maintenant, ils ont compris le système, ils ont bossé pendant 6 mois, pendant 1 an, maintenant, ils sont pendant 2 ans au chômage. Et moi, je vais citer, j'espère qu'il ne m'en voudra pas si c'est que je le cite, quelqu'un que vous connaissez tous, Didier Rey, le président de l'élan béarnais, du basket. Il a une entreprise de BTP, de bâtiments et de travaux publics. L'autre jour, je lui dis « T'as pas l'air en forme ?» Il dit « Tu peux pas savoir, je viens d'offrir 4 CDI à 4 jeunes garçons. Les 4 ont refusé parce qu'ils veulent avoir un temps de travail, recharger les droits au chômage, partir pour des aventures de se découvrir le monde et recommencer à travailler quand les droits au chômage sont épuisés. Ça, c'est une réalité. C'est la vérité. Et alors, en plus, dans le monde des médecins,
comme on avait fait le numerus clausus, on n'a plus de médecins pour un certain nombre de choses. L'an dernier, on a redressé beaucoup l'hôpital de Pau, qui avait, il y a quelques années, un déficit très important, qui n'en a plus. Mais l'an dernier, on a eu 1 200 000 € de déficit. Ça représentait exactement ce que coûtaient les anesthésistes, parce que comme il n'y a pas d'anesthésie, cette année on a réussi à en embaucher, comme on ne pouvait pas embaucher des anesthésistes, on était obligé de prendre des anesthésistes suppléants, et ce que coûte en plus la suppléance, ça représentait la totalité du déficit de l'hôpital de Pau. Et donc, de ce point de vue-là, moi, hein, ils sont très bien payés, mais excusez-moi, un anesthésiste, c'est bac plus 12 et il tient la vie entre vos mains. C'est pas quelqu'un qui a refusé de travailler. Mais si, vous dites le contraire. Mais c'est pas de l'enrichissement personnel parce qu'il paie des impôts. Vous pouvez pas. On ne peut pas loger tout le monde à la même enseigne quand des gens occupent des responsabilités qui sont des responsabilités de vie et de mort. Eh bien, moi, j'approuve qu'on les paye plus. Hein, ça commence... Voilà. Faites-vous anesthésiste. Ben oui, ben, vous avez donné, mais peut-être pas comme ça. Qu'est-ce que vous aviez comme métier ? Gestionnaire chez Elf. Ah ben voilà qui est intéressant. À quel âge vous avez pris votre retraite ? À 51 ans ou 52 ans ? Non, 58. Et pourquoi vous êtes parti à 58 avec en plus des avantages ? Voilà, parce que ce que vous oubliez de dire, parce qu'on parle toujours des privilèges des autres. Mais ça, c'est une situation que je connais bien. Ce que vous oubliez de dire, c'est que vous êtes parti à la retraite 4 ou 5 ans en avance avec la totalité de votre salaire d'activité. Ben si, les plans sociaux ont été comme ça. La totalité du salaire d'activité. Chut, chut. Non, je voudrais une voix féminine. Ah non, on vient d'en avoir une. Masculine. Bayrou, comme Bayonne. On va... Non, mais... Excusez-moi, vous pouvez dire ça. Moi, je ne vous parle pas des plans sociaux. Je vous parle de ce plan social particulier que Total ou Elf, à l'époque, a consenti à ses salariés il y a 10 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et ils ont touché pendant des années, je ne le reproche pas d'ailleurs, hein, parce que tout ça était voulu, ils ont touché pendant leurs années à peu près l'équivalent de leur salaire d'activité jusqu'à la retraite. C'est vrai, certains. Oui, c'est vrai. Mais le mien n'a pas eu ça, on avait 20%. Non, mais je ne parle pas du vôtre. Je parle d'un fait que nous avons connu à Pau parfaitement. Et moi, j'ai des noms, des visages, des montants. Hein. Oui. Eh bien, voilà. Tu en as bénéficié. Eh bien, voilà. Oui, mais tu en as bénéficié. Voilà. Et bien sûr. Voilà, très souvent, je m'adresse à notre ami au premier rang, très souvent, on pointe les privilèges des autres et on oublie de regarder les siens propres. Et ça serait bien qu'on équilibre. Voilà. Excusez-moi, c'est une connerie totale. Je dois dire, tout le monde touchant tous les salaires, tout le monde touchant le même salaire, c'est ridicule. Excusez-moi de vous dire. Voilà. Bref, on ne va pas se disputer pour autant. Est-ce qu'on peut demander la parole côté... Oui, côté scène, oui. Fabienne Bascou. Une parole féminine. Oui. Dans tous les échanges qu'on entend, là, il y a deux choses qui m'ont frappée. La première, c'est qu'on ramène les dépenses de l'État aux personnes qui nous représentent à la tête de l'État. Voilà. On oublie peut-être que l'État, ça a des fonctions régaliennes, ça paye nos enseignants, nos policiers,
nos hôpitaux, enfin tous les médecins. Je vais dire que les médecins sont des salariés de la sécurité sociale, mais en fait, c'est vrai. Donc ça, c'est une première... Mais oui, ils sont payés essentiellement par les prestations de sécurité sociale. Donc ce n'est pas en révisant à la marge les rémunérations des uns et des autres qu'on va trouver les solutions. Aujourd'hui, M. Macron, il nous avait demandé dans cette séance de discuter de ce que l'on pouvait réviser dans l'impôt. Alors déjà, il me semble que ce n'est pas forcément la question telle qu'on doit la poser. On doit plutôt s'interroger de savoir comment, dans les recettes de l'État, dont la plupart servent à la redistribution, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la redistribution par la voie de la sécurité sociale, par la voie de la famille, par la voie des retraites. Ce n'est pas rien, ça représente la moitié des prélèvements obligatoires. La caisse d'allocation familiale, parmi tous les redistributeurs de prestations à la fois familiales et de minima sociaux, puisque aujourd'hui ils sont payés par la caisse d'allocation familiale et par les MSA, c'est quand même pour la CAF nationalement plus de 83 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Et la redistribution, c'est 31 millions de personnes. Et nous sommes 67 millions. C'est quand même la moitié de la population qui reçoit directement ou indirectement dans la famille des prestations de l'État. Des prestations qui viennent sur les familles et des prestations qui viennent sur les minima sociaux. Ce n'est pas rien. Je voudrais quand même dire une petite chose pour répondre à madame tout à l'heure, mais je vais préciser une chose. On parle des entreprises. Aujourd'hui, il me semble qu'on oppose tout. Autrefois, on opposait le statut rassurant des fonctionnaires au statut du privé. Aujourd'hui, le statut des grandes entreprises au statut des petites entreprises. En même temps, on oppose aussi aujourd'hui le statut des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler, et il y en a malheureusement à ceux qui travaillent. Il faut peut-être essayer de ne pas faire cette opposition systématiquement. Pour les entreprises, Philippe Carrère a tout à fait raison. Les entreprises, ce n'est pas que le CAC 40. Voilà. Et dans le CAC 40, il y a des actionnaires. Et parmi les actionnaires, il y en a certainement parmi nous. Donc, on prend nos responsabilités. Par aussi. exemple, les caisses de retraite. Éventuellement. Quand elles sont nationales, ça va. Quand elles viennent des fonds de pension, ça devient plus compliqué. Pas seulement des fonds de pension, mais il y a évidemment... allez-y. Mais il y a évidemment, parmi les actionnaires, une partie d'entre vous, soit directement, soit par l'intermédiaire des banques. Ceux qui ont un compte en banque et qui reçoivent de ce compte en banque annuellement des sommes, des 2%, parce qu'ils ont acheté... Ceux-là, cet argent-là, c'est de l'argent qui se place en actions des entreprises ou en obligations de l'État et qui rapporte à chacun d'entre vous. Quand vous faites un placement auprès d'un organisme comme une banque ou comme une assurance, l'assurance vie, ceux qui ont ici une assurance vie, c'est de l'argent qui se place en actions ou en obligations. Et donc, vouloir supprimer ces dividendes-là, c'est contre tous ceux qui ont une assurance vie, par exemple. Pardon. Mais non, c'était une explication qui était utile. Donc, je voulais préciser aussi que 28% de l'emploi est porté par les TPE. Ce n'est pas rien. Et ce sont les TPE qui, en majorité, reçoivent le CICE dans le cadre du pacte de compétitivité. Ce n'est pas rien non plus. Et ce pacte, il a été mis en place pour soutenir cet emploi-là. C'est vrai que ce n'est pas forcément des emplois extrêmement rémunérés, mais aussi pour favoriser l'investissement de ces petites entreprises. Et ce n'est pas rien, parce qu'on vient de faire la démonstration qu'une grande entreprise fait le constat que sur 10 000 euros de chiffre d'affaires, elle n'a que 228 euros qu'elle pourra destiner à l'investissement et à son développement. C'est quand même des chiffres qui parlent par eux-mêmes. Donc, ça, c'était les premiers points que je voulais apporter sur la question générale des entreprises, parce que je voudrais que vraiment on essaie de ne pas attaquer l'autre sans savoir exactement dans quelle situation il est. Madame a parlé de la politique familiale tout à l'heure.
toute la politique familiale, c'est justement la redistribution et c'est la correction des inégalités. Elles n'ont jamais été aussi bien corrigées et la France est un des pays qui les corrige le mieux. En Allemagne, peut-être qu'on a moins de prélèvements obligatoires, mais toutes les aides qu'il y a sur la politique familiale n'ont strictement rien à voir. Les gens qui sont en Alsace, qui travaillent en Allemagne, s'arrangent bien pour venir vivre en France. Parce qu'ils ont une situation où la reconnaissance, notamment vous parliez du statut de la femme et du fait qu'elle puisse rester pour s'occuper de ses enfants, ce n'est pas rien. En Allemagne, ce n'est pas du tout le même regard qu'il y a. Alors, vous parlez de politique familiale et pas sociale, j'ai retenu ça dans votre discours. Je suis navrée, mais si on fait une politique sociale, familiale et sociale, c'est parce que l'État s'est dégagé, mais tout à fait normalement, hein, ça faisait partie de ses obligations, à transférer aux prestataires sociaux le soin de distribuer les fonds, qui sont toujours d'ailleurs alloués par l'État, mais par l'intermédiaire de ces organismes. Vous voulez le mettre sous condition de ressources, certes, ça peut être équitable de le faire sous condition de ressources. Non, c'est le contraire. Sans condition de ressources. Oui, elle insiste pour qu'il n'y ait pas de condition de ressources. Mais madame, d'accord. La seule chose qui pourrait être, qui pourrait avoir un impact concernant la notion de sans ressources, ça serait la politique familiale pour les allocations pour les enfants. Or, moi, je suis en 2019 dans un monde où nous avons un énorme problème qui se présente à nos portes, c'est celui de la progression de la démographie. Alors, je regrette que nous soyons un pays vieillissant et que, d'une certaine manière, je le regrette, mais d'une autre manière, je me dis que c'est peut-être une chance. Parce que quand la démographie sera à 10 milliards de personnes sur la Terre et que les 2,5 milliards qui vont apparaître dans les 30 ans qui viennent vont se mettre à consommer, vont se mettre à augmenter leur niveau de vie, parce qu'il ne faut pas croire, la consommation, c'est aussi un changement de niveau de vie, nous allons avoir un vrai problème de redistribution des richesses. Je me réfère à un débat que nous avons eu sur l'écologie l'autre jour. On se posait de sérieuses questions sur l'avenir de la planète. Ça en est une question. Donc, le seul impact que ça pourrait avoir, ça serait sur la politique de natalité. Est-ce qu'aujourd'hui, il est raisonnable d'avoir des familles avec une grande natalité? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux? Non, non. C'est une question de liberté. Je me pose des questions, madame. Nous sommes tous citoyens ici. Vous avez un avis. Mon avis n'est pas scandaleux. C'est un avis qui s'interroge sur l'avenir. C'est tout. Et je regrette effectivement, comme j'ai mis en préalable. Non, pas du tout. Il faut se poser des questions avec ce qui va se passer, parce que 10 milliards de personnes, c'est dans 30 ans. Nous serons très certainement un certain nombre à être encore vivants pour le vivre. Ça ne concerne pas la France. Chut, allez, on mais va ça s'arrêter. Concerne le monde. On va s'arrêter, on ne va pas faire Sur les questions débat. des horaires atypiques, vous vous êtes interrogé à bon escient, mais il faut quand même que vous sachiez que chaque fois qu'on fait des études pour qu'il y ait un accueil de la petite enfance avec des horaires atypiques, quand nous faisons l'étude, le besoin est immense. Quand on met le service en route, il n'y a plus de personnes pour l'utiliser. En tout cas, à Pau, on va avoir une crèche comme ça, à horaire atypique, comme Fabienne Bascousset. Moi, je voudrais dire que sur ce sujet, c'est rare, je ne suis pas d'accord avec elle. Moi, je pense qu'un pays qui accepte de voir sa population vieillir, c'est un pays qui accepte de disparaître. Alors, je ne suis pas de son avis. Au Japon, en Chine, comme vous savez, en Chine, il y avait la politique de l'enfant unique, l'obligation par la loi, l'interdiction par la loi d'avoir un deuxième enfant. Ils viennent d'y renoncer parce qu'ils sont en train, ils s'aperçoivent de cet incroyable gouffre que représente le fait que les générations ne se renouvellent pas. Et la France, qui était de ce point de vue-là positive, vient de passer négative. Et moi, je pense une chose certaine, c'est qu'un pays qui ne renouvelle pas sa population, c'est un pays, un, qui accepte de disparaître, deux, ne vous inquiétez pas, d'autres viendront. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je suis pour qu'on ait une politique de soutien aux naissances et
la loi que je viens d'évoquer là est une loi qui n'a connu aucune exception dans l'histoire. Un pays, la France a été dans cette situation-là dans les années 30, il s'en est suivi, conséquences directes ou indirectes, le drame que l'on sait. En tout cas, moi, je suis pour qu'on ait un renouvellement des générations, donc on fasse un effort de ce point de vue-là. Tu voulais dire quelque chose, Philippe ? Ça n'a rien à voir avec la politique familiale. Pour rebondir sur le CICE, on parle tout le temps de ce fameux CICE. Moi, je peux vous dire par expérience que, heureusement qu'on a eu ce CICE, ça nous a permis de refaire de la trésorerie. Le CICE, c'était impossible qu'on se le mette dans la poche. C'était contrôlé, c'était suivi. On ne pouvait pas se dire, tiens, je vais me demander 10 000 euros de plus par mois et je vais me les prêter dans ma poche. Moi, personnellement, ça m'a permis de faire un bâtiment, ça m'a permis d'acheter des véhicules, ça m'a permis d'agrandir mes bureaux, ça m'a permis d'embaucher. Et c'est une très, très bonne chose. Alors après, est-ce qu'il fallait donner à la Poste ou pas ? Mais bon, je pense que la Poste avait besoin de se diversifier et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est une très bonne chose. Merci. Monsieur Cabarou. Simplement, je voulais revenir sur les propos de Philippe tout à l'heure sur les difficultés de recrutement. Moi, c'est quelque chose que je rencontre quasiment tous les jours avec les chefs d'entreprise, non seulement dans les services à la personne, mais ici dans la région, au niveau aéronautique, on a du mal à recruter. Dans les transports, vous avez parfois des transporteurs qui, les camions restent sur le parking parce qu'on ne trouve personne pour les conduire. Donc je pense qu'on a un véritable problème par rapport au chômage structurel, ce qu'on appelle structurel en France. Et notamment, il y a un sujet, me semble-t-il, le sujet de la formation. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a une loi qui a été votée l'année dernière, la loi Avenir Pro, notamment liée à l'apprentissage. Et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il est nécessaire vraiment de développer. Et quand on voit les chiffres, vous regardez l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont à peu près 1,2 million, 1,3 million d'apprentis. Ils ont un taux de chômage chez les jeunes qui est de 7%. En France, on a 3 fois moins d'apprentis. On a à peu près 400 000 apprentis. Et on a un taux de chômage chez les jeunes qui est autour de 23-24%. Donc là, c'est quelque chose culturellement que je pense qu'il faut qu'on arrive à développer. Et si des pays tels que l'Allemagne, nos voisins y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Un dernier chiffre pour vous parler de l'adéquation entre l'offre et la demande. En Béarn, vous avez actuellement 15 000 offres d'emploi. 15 000 offres d'emploi dans le Béarn. Et vous avez en face 17 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. Donc voilà, donc on n'arrive pas à trouver... Et dans l'agriculture, et dans l'élevage, et dans... C'est tous les jours. Tout à fait. Tous les jours. Micro. Oui, je ne voulais pas aborder ce sujet, mais je vais rebondir sur ce qu'on venait de dire concernant la réforme de la formation professionnelle et d'apprentissage. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Jean-Paul Mattei, avec Josy Poitou, par exemple. Aujourd'hui, malheureusement, cette loi qui avait pour ambition de développer l'insertion des personnes en recherche d'emploi via l'apprentissage et la formation en alternance se traduit aujourd'hui par des principes de précaution des partenaires sociaux qui réduisent les moyens affectés au dispositif d'alternance. Moi, je suis président d'un GEC, je vais sûrement le fermer, dans le domaine du service à la personne. GEC, peut-être, il faut dire ce que c'est. C'est un groupement d'employeurs pour l'insertion à la qualification qui regroupe les associations d'aide à domicile qui ont, comme ça a été déjà dit, grosse difficulté à recruter, qui se sont regroupés pour faire de l'alternance, pour trouver des personnes. Et aujourd'hui, l'OPCA, qui devrait devenir un OPCO, pour les spécialistes, a décidé, par principe de précaution, de réduire l'argent qu'il donnait pour cette formation. Et on risque de devoir fermer, d'être en situation de paiement, de devoir clôturer. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs qui peuvent être intéressants et la mise en œuvre est trahie par ceux qui résistent dans la mise en œuvre. Parce que les anciens OPCA qui... Et là, on a beaucoup dit de choses là-dessus, qui vont devenir des OPCO et ils ne seront plus des collecteurs, puisque c'est l'État qui va collecter. Donc leur rôle va être remis en cause. Aujourd'hui, ils sont en train d'appliquer des principes de précaution idiots. Voilà. Alors je voulais profiter d'une autre question
qui n'a pas été évoquée. J'étais surpris qu'elle n'ait pas été évoquée parce que dans le débat des Gilets jaunes et dans le grand débat, on a beaucoup parlé de l'ISF. Et bon, pour moi, ce n'était pas un sujet prioritaire. En plus, comme Mme Bascou l'a dit, l'enjeu il est de quelques milliards d'euros. Mais on est revenu sur un sujet complètement symbolique. Et je veux revenir au pourquoi cet ISF a été modifié. Et revenir plus largement sur l'imposition des revenus et du capital mobilier. Donc l'objectif au moment de la campagne électorale, c'était, un exemple était donné de l'ancien chef d'entreprise d'une petite PME qui passait la main, mais qui gardait une partie du capital et qui se retrouvait soumis à l'ISF parce que c'était plus son outil de travail. Donc l'idée, c'est favoriser l'investissement auprès des entreprises françaises. Productif. Oui. Productif. Moi, je trouvais ça très bien. Le problème, c'est que dans la mise en œuvre, on a supprimé l'impôt sur le capital mobilier pour tous les placements, quels qu'ils soient à l'étranger ou en France. Donc si on doit... Et qu'ils soient les actions ou les obligations, l'entreprise ou le reste. Voilà. Les obligations, c'est quand même pas directement destiné à valoriser le capital des entreprises. Non, mais c'est pour ça que je dis que je suis de ton avis. Oui, oui. Mais donc, si on doit réformer l'ISF, pour moi, il ne s'agit pas de revenir à ce qui était avant, mais il faudrait se poser la question de favoriser le placement mobilier dans les entreprises françaises de façon durable. De façon durable, c'est-à-dire que ce ne soit pas au profit des boursicoteurs qui cherchent à améliorer le revenu au jour le jour. Et que les placements à l'étranger, ils soient à nouveau imposés. L'autre question, j'ai été très surpris, qui n'a jamais été très soulevée, c'est le revenu et les fameuses flat tax, donc pour le traduire, l'impôt libératoire de 30%, qui n'est pas un impôt, parce que ça inclut les prélèvements sociaux et l'impôt. Donc, ce qui fait qu'il y a 12% d'impôts, 12 et quelques pourcents d'impôts, puisqu'il y a 17 et quelques pourcents de prélèvements sociaux. C'est quand même très favorable à tout le monde. Et là aussi, pourquoi ne pas appliquer le même système que pour l'ISF et favoriser ceux qui font des placements en France auprès des entreprises françaises et les autres avoir quelque chose de plus progressif, parce qu'aujourd'hui, le plafonnement à 30% bénéficie bien sûr aux plus riches. Il y a au moins un homme politique dans la majorité qui s'est battu dans ce sens, et il est devant toi. Donc, et Jean-Paul Battei va te répondre, ou en tout cas dire son sentiment. Oui, d'abord je voudrais dire, mon sentiment, c'est que être législateur, c'est pas facile. Je peux vous assurer que quand on a les mains dans le cambouis, et tout ce qui a été évoqué, on le ressent, que ce soit en commission des finances ou dans l'hémicycle. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui se dégagent. Il y a la fiscalité de l'entreprise et la fiscalité du particulier. Dans la fiscalité de l'entreprise, on a évoqué le CICE, on évoque l'impôt société. Moi, je reste persuadé que l'entreprise est une structure qu'il faut protéger, non pas pour enrichir les actionnaires, mais pour se servir des bénéfices dégagés pour créer de l'emploi et investir. Et je pense que ça, c'est important de faire cette analyse et de bien séparer les deux. Ensuite, il y a le problème, ce que vous évoquez de l'ISF. C'est vrai que quand on a eu à parler de la réforme de l'ISF, moi-même, j'étais un peu étonné de la façon dont ça se déroulait. J'ai voté le texte et je l'assume. Mais je crois que l'erreur que l'on commet, moi j'ai fait des déclarations dans ce sens, c'est qu'il faut préserver le patrimoine professionnel qui produit et de le sortir de l'ISF et de le simplifier, parce que en 82, quand on a créé l'impôt sur les grandes fortunes, tout de suite on a différencié le patrimoine professionnel et le patrimoine privé. Il y a eu d'ailleurs un débat sur les œuvres d'art qui, à mon avis, ça serait peut-être opportun aussi de se le reposer. Oui, absolument. Donc, donc, il y a moi, à mon sens, il faut qu'on ait une réflexion. Si on doit revenir à l'ISF, revenir sur, je dirais, le patrimoine non productif,
et le patrimoine productif. Et j'y mettrai même dans le patrimoine productif une partie de l'immobilier locatif que l'on pourrait louer dans certaines conditions et qui permettrait peut-être transition énergétique et le problème des logements qui est évoqué dans beaucoup de débats. Sur la flat tax, effectivement, la flat tax, c'est un peu paradoxal parce que quand on regarde les 30%, ils sont constitués par quoi? Par 17,2% de contribution sociale et 12,8% d'impôts. Alors, c'est sûr que c'est même en dessous de la première tranche d'impôt sur le revenu qui est à 14%. Donc, effectivement, on peut s'étonner. Alors, quand on distribue un dividende, on a payé l'impôt société avant. Donc, on peut. Mais quand on fait des plus-values ou des allers-retours rapides, il peut y avoir quand même des effets d'aubaine qui peuvent être choquantes. Et moi, je suis très à l'aise. J'avais déposé un amendement pour mettre la flat tax à 31,7. Pourquoi 31,7 ? Parce que ça correspondait à l'augmentation de CSG. Et je pensais que quand on se distribuait des dividendes où on avait des plus-values, on pouvait très bien, je dirais, payer un petit peu par solidarité. Donc, ce grand débat, qu'est-ce qui va en sortir ? On verra. En tout cas, nous, je peux vous assurer qu'à la Commission des finances, on réfléchit de manière transpartisane d'ailleurs. Que ça aille des Républicains, en passant par l'UDI et en passant par En Marche, Modem bien évidemment, et les socialistes. On réfléchit sur un socle de mesures qu'on pourrait, et on se nourrit de tout ce qu'il peut y avoir dans ces débats par rapport à l'évolution de la fiscalité. Mais je crois qu'il faut bien différencier entre la fiscalité de l'entreprise et la fiscalité du particulier. Et dans la fiscalité du particulier, bien, effectivement, il y a la flat tax. Et pour terminer, sur le barème de l'impôt sur le revenu, on a évoqué cette question sur ces tranches. Je crois que c'est vous, madame, qui évoquez une tranche supérieure. Mais pourquoi pas le réfléchir ? Une tranche à 48, pourquoi pas ? Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord. Mais il faut savoir qu'on a la tranche à 45, plus une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Si on dépasse, ça peut faire du 48. Donc on est toujours à la limite entre l'impôt confiscatoire ou pas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse. Et il est certain qu'à mon avis, aujourd'hui, dans le barème de l'impôt sur le revenu, il y a un vrai problème sur les revenus moyens, sur les premières tranches, c'est-à-dire 14 et 30%. C'est un peu brutal et qu'il faudrait réfléchir sur un lissage plus important et peut-être aller chercher une tranche supérieure. Bon, tout ça, c'est des pistes, on se nourrit. Mais en tout cas, je peux vous dire que ces débats, c'est passionnant. Mais quand on est face à nos responsabilités et qu'il faut faire la loi, l'exercice est beaucoup plus difficile parce qu'il faut respecter des équilibres. Voilà. Merci Jean-Paul. Bon, où est-ce qu'on est là ? Merci. Alors, comme tout le monde a remarqué, on est en pleine campagne électorale pour les élections européennes. Donc, je vais vous parler de la fiscalité européenne. Il me semble, je vais être bref, mais tout à l'heure, il a été évoqué ce qui s'appelle communément la taxe Tobin, qui est une très ancienne idée maintenant, qui veut prendre un tout petit prélèvement fiscal sur toutes les transactions en permanence, mais même à l'échelle planétaire. Et avec un tout petit prélèvement, vu la masse énorme qui circule, ça finit par faire un prélèvement conséquent. Je ne sais pas si on mettra d'accord les États-Unis, la Chine, l'Europe à l'occasion du prochain mandat du Parlement européen. C'est ça la question. That is the question, yes. Ça va être un peu difficile. Mais déjà, si on arrivait à l'échelle européenne, on a parlé tout à l'heure d'harmonisation, à faire quelque chose, moi je fais une suggestion simple. En fait, le système capitaliste, il est intelligent. Quand il a été créé fin du 19e, début du 20e, il n'y avait pas cette spéculation effrénée à la vitesse de la lumière et à l'échelle de la planète. On investissait, on devenait actionnaire d'une industrie automobile, ça a commencé par exemple avec Ford, etc. Mais on laissait son argent là-dedans. Et puis le jour où on pouvait, on touchait des dividendes, et puis un beau jour, on revendait des actions si on n'avait pas de successeur, si on voulait investir ailleurs, etc. Et donc, à l'échelle européenne, parce que maintenant, il faut dépasser le cadre français pour tout ce qui est investissement large, et même les banques françaises ou les assurances françaises, etc., ils ont des investissements à l'échelle européenne. Il y aurait une idée simple à mettre en place, c'est-à-dire que si vous faites un investissement dans une action et que vous laissez cet argent bloqué un mois,
C'est pas pareil que si vous le laissez bloquer 5 minutes. Parce que des fois, c'est 5 minutes. Ça va, ça vient, et on revend même avant d'avoir payé ce qu'on a acheté. Et on fait 4 fois l'aller-retour dans la journée. Enfin, les spécialistes de la finance le savent. 4 fois l'aller-retour dans la minute, parfois. Dans la minute, pardon. Dans la minute. Bon. Donc tout ce qui est va-et-vient comme ça, spéculatif, qui n'est que spéculatif, on ne peut pas dire que ces gens-là investissent dans une entreprise, là, il faut taxer. Si on bloque un mois, on a un niveau de taxe inférieur. Si on bloque 2 mois, on a un niveau de taxe encore inférieur, et ainsi de suite. Vous voyez ? Et là, on va remettre à sa place le capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, le système est en train de saigner massivement l'économie réelle, comme on dit, et toutes les grandes fortunes qui se font, ben c'est facile, ils ont tellement d'argent à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire, ils ont peur de l'impôt, ils vont là où on en prend le moins, donc dans les paradis fiscaux, et contrairement à ce qu'avait dit le président Sarkozy, le problème des paradis fiscaux n'est pas réglé. Ça existe toujours, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, même à l'intérieur de l'Europe, sans aller chercher Monaco. Je ne sais pas si Monaco fait partie de l'Union européenne, je n'ai pas l'impression. Non. Ah, ben ça me semblait, parce que tout à l'heure, on aurait laissé entendre que ça... Ils font partie du championnat de France de football, ça oui. Ça, oui. Mais pas de la fiscalité du budget ils vont national. mieux. Ils allaient mal, ils vont mieux. Et ouais, exactement, il vaut mieux. Bon, voilà donc l'idée de cet impôt en fonction du placement. Deuxième sujet, 45 secondes. Je sais que vous allez m'accorder 1 minute de plus parce que je vais parler d'un sujet important et il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Ce sont les niches fiscales. Alors déjà, celui qui a trouvé le mot niche pour parler de ça, c'est très mal trouvé. Et ça a valu qu'il y ait un parlementaire un jour qui a dit « Méfiez-vous quand vous touchez aux niches fiscales parce que dans chaque niche, il y a un chien qui risque de mordre. » Bon. La niche fiscale... Et d'ailleurs, niche, c'est l'anagramme de chien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il faut faire très attention parce que la niche fiscale, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un moyen de payer moins d'impôts. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à ceux qui ont beaucoup d'impôts et qui veulent en payer moins. C'est faux. Prenons un exemple. Il y a, je crois, 494 supposées niches fiscales. Bon, qu'on en enlève une centaine, qu'on dépoussière, très bien. Mais je vais vous en citer 2 ou 3. Vous prenez les restaurants du cœur. Heureusement que ça existe. Ça nourrit des gens. Et ça a peut-être empêché la famine dans certains foyers. Bon, quelqu'un qui va mettre... Alors après, il y a la recherche. Restaurant du cœur, niche fiscale. Niche fiscale. La recherche. Parce que l'argent que vous donnez au restaurant du cœur, il est défiscalisé. Je vais y revenir parce que je voulais justement reprendre cet exemple. Pareil pour la recherche médicale, pareil pour l'emploi pour aider un senior, l'emploi à domicile, etc. Derrière, il y a beaucoup de choses très positives dont l'État se désengage en disant « Écoutez, c'est vous qui choisissez où vous envoyez l'argent et moi, j'abonde. » C'est-à-dire qu'au lieu de m'envoyer les impôts, je vous les laisse et vous les fléchez là où vous voulez. Mais c'est quand même l'État qui, lui, dit où il est juste de l'envoyer. On ne peut pas l'envoyer n'importe où. Prenons un exemple. Quelqu'un dit ben moi, je donne un budget pour la recherche, pour les restaurants du cœur, pour les associations caritatives, etc. 3 000 €. En réalité, ce contribuable, il va faire un effort réel sur son argent net d'impôt de 1 000 €. Et il ne va pas recevoir un cadeau de 2 000 €, non. Les 2 000 € qu'on va lui déduire de ses impôts, il va, lui, les flécher vers ses œuvres de bienfaisance, c'est la recherche, les associations caritatives, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement démocratique à l'échelle individuelle. Quand on vous parle du RIC, on dit on veut décider, nous, à l'échelle individuelle. Là, vous avez une décision individuelle en disant... Eh bien là, moi, j'aurais dû payer, mettons, 12 000 € d'impôts. Pour 2 000 d'entre eux, ce n'est pas le député qui a décidé. Lui, il a fixé le cadre, mais c'est moi qui ai choisi de le mettre là parce que ma sensibilité, c'est qu'il faut faire un effort ici ou là, etc. Donc la niche fiscale, ce n'est pas du tout l'évasion fiscale. Ce n'est pas un cadeau à des gens qui payent l'impôt. C'est la liberté de celui qui est généreux de flécher une partie du budget, en tout cas de sa contribution fiscale, vers là où l'État lui permet de le choisir. Et je voulais rétablir ainsi les niches fiscales. Moi, je changerai le nom. Je ne suis pas arrivé ici avec un nom, mais... Merci beaucoup. Mais on peut trouver si on cherche. Merci beaucoup. Il restait une main levée, 2 mains levées, 3 mains levées. On va s'arrêter à 3, d'accord ?
4. 4 mains levées. Alors, distribue. Oui, bonsoir. Je vais peut-être me faire huer, mais c'est des risques que tout le monde prend. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit ici. Nous n'avons pas beaucoup de jeunes. Nous sommes pas tous du même âge, mais quand même, nous avons connu d'autres temps. On a eu la chance de passer dans une période où la vie elle a progressé de façon considérable et on pensait peut-être que ça durerait toujours. Je pense que non, et je trouve que les politiques ne sont pas très courageux parce qu'ils devraient le dire, que les beaux jours sont finis et qu'on va vers quelques difficultés. Alors on va vers quelques difficultés, on a parlé de la natalité par exemple. Bon, la natalité, il y en a moins, mais il y a quand même plus de personnes âgées. Et c'est vrai que ce sont les jeunes qui payent la retraite des anciens, et comme ça ne va pas pouvoir durer, il faudra vraisemblablement que la retraite soit repoussée, non pas à 62 ans, mais peut-être à 70, dans quelques temps. Voilà, parce que la masse diminuant, quand j'étais à l'école, et beaucoup de gens ici l'ont connu, nous étions dans le monde 2,5 milliards d'habitants. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards 500 millions, je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être plus. Et c'est exponentiel. Alors nous n'avons pas d'enfants, ou nous en avons moins, ou nous avons une perte de vitesse, mais par contre, un jour ou l'autre, nous serons envahis, qu'on le veuille ou pas, et on ne pourra rien faire d'autre. On sera envahi par les gens qui en ont beaucoup plus. Si vous voulez. Donc il faut tenir compte peut-être de ça, peut-être qu'ils viendront payer nos retraites, enfin pas la mienne parce que je serai mort, mais celle des... Oui, mais pas sûr, pas sûr. Mais je vais vous dire, j'y suis toujours pas encore. Alors voilà, bien que il y a quand même 66 ans que je travaille. Nous avons connu la retraite à 65 ans. Ça a été peut-être une erreur de la passer à 60 ans, parce que quand il faut supprimer des privilèges, mais c'est très difficile. Et quand nous étions gamins, là, presque tous là, eh bien, si vous voulez, la retraite, il y en avait 1 sur 5 qui avait la retraite. Parce que tout le monde mourait avant 65 ans. Moi, quand j'avais 15 ans, j'ai vu autour de mon père des tas de gens qui ont disparu, si vous voulez. Et alors, c'est effectivement facile. Et puis après, on a eu une grande période de... il fallait de tout. Alors, tout à l'heure, ce monsieur-là parlait de la TVA, si vous voulez, qui a augmenté. Alors, ce qui est gênant dans des débats comme ça, c'est qu'on ne dise pas la vérité. Si vous voulez, il dit la TVA, elle a augmenté de 3%, elle n'a pas augmenté de 3% en 15 jours ou en 2 ans depuis Macron est arrivé, ni avant. Avant, on payait 19,6. Aujourd'hui, on paye 20, ça fait 0,40. Bon, c'est sûr que c'est une augmentation, mais on part sur un chiffre qui est faux. Et c'est dommage qu'on ne le corrige pas pour un avocat. Alors, on dit que les avocats ont le droit de mentir. Alors, bon, voilà. C'est vrai, ça a été dit, les avocats ont le droit de mentir. Et bon... ça serait bien qu'on soit un peu réaliste et que les retraites, si vous voulez, quand moi je vois des manifestations, si vous voulez, je suis retraité moi-même, enfin je la touche, et quand je vois des gens qui manifestent, si vous voulez, j'ai eu un cas un jour au Brighton, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens du Brighton ici, mais le Brighton, c'est des retraités de chez Total. Ce n'est pas les plus malheureux. Et il y avait la retraite qui passait, les retraités qui passaient en disant, ben voilà, ils étaient devant la porte en disant, oui, ils ont raison de manifester. Et je dis, ils ont raison, mais vous n'y allez pas. Alors, comment ça se fait? Vous n'allez pas... Alors, il m'a dit, ouais, mais... je dis, le problème, il y a quand même un problème. J'ai dit, c'est qu'il y a une chose, c'est les retraités, ils manifestent pour toucher plus. Alors bon, il y en a qui ont raison. Ceux qui touchent peut-être moins, quoi qu'encore, parce que moi j'en ai connu beaucoup de ceux qui se faisaient payer au black quand ils travaillaient, et quand ils avaient à la retraite, ils disaient je ne touche... Le Brighton, c'est un immeuble. C'est une résidence qui est rue Bonado, dans laquelle il y a 80% de Total, si vous voulez. De Total, c'est-à-dire des gens qui avaient des... c'est pas là où tu habites? Des bonnes situations. Pardon? Non, c'est pas là où j'habite. Non.
Voilà. Et non, alors je dis à ces bravos hommes qui avaient mon âge, c'est bien qu'on manifeste, c'est bien, mais il faudra quand même que les autres payent, les jeunes payent. Alors, il y a réponse d'un retraité qui me dit « Ah oui, mais nous aussi, on a payé. » Comme moi, je venais à ce moment-là de faire... J'ai dit « Oui, on a payé. » Mais moi, on payait 6,50%. Moi, j'ai payé 6,50% dans la retraite. Et maintenant, ils payent 22%. Alors, si on ne veut pas une guerre intergénérationnelle aussi, il faut quand même que tout le monde soit raisonnable. Et les retraités, il y en a quand même beaucoup, si vous voulez, qui vivent confortablement, il faut le dire bien, qui sait qui sont dans les restaurants et qui sait qui sont dans les voyages organisés, c'est les personnes âgées. Alors, bon, si vous voulez, il faut cher ami, ils applaudissent à la fois votre argument et le fait que vous avez passé les 4 minutes. Bon, alors je rends la parole, voilà. Je pensais me faire ruer, vous voyez, alors je me dis, tiens, ça y est, on m'applaudit. Mais bon, c'était vrai, c'était vrai. C'est dommage parce que j'avais pas fini.